Est-ce que vous pouvez me parler de la genèse de cette entreprise? Je crois que votre père s'est essayé à plein de projets entrepreneuriaux avant de vraiment se focaliser sur ce métier-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, j'ai un héritage riche. Mon père était vraiment un entrepreneur né, comme il aime beaucoup à le dire. Il n'a jamais eu de patron. Dès sa sortie d'études, dès sa sortie de l'ESSEC à 24 ans, il a créé sa première entreprise. Assez rapidement, dans toute la partie, il a créé une première agence d'intérim dans la modèle luxe. D'ailleurs, cette branche-là, qui est finalement aujourd'hui la plus petite du groupe, est la plus ancienne, puisqu'elle existe depuis déjà la création du groupe. Et puis à côté de ça, il a fait beaucoup de différents métiers, vraiment voilà, de l'achat, de la revente, de la création, etc. Il est passé par tous les types de métiers, que ce soit encore une fois à ses tout débuts, du négoce de pièces détachées de chantier naval, ou même, et encore une fois, ça c'est l'enfant qui vous en parle, quand j'étais plus jeune, et c'est forcément quelque chose qui marque, il a eu une entreprise de grossiste en bonbons, donc il revenait toutes les semaines avec des cartons de bonbons, voilà. Donc il a touché un petit peu à tout, entrepreneur né, jusqu'à ce que vraiment il crée l'activité qui a construit le groupe tel qu'il est aujourd'hui, au début des années 90. Avec une valeur de pionnier, hein. Je crois que vous m'expliquez qu'à chaque fois, vous inventez finalement Tout à un fait. métier. C'est vrai, c'est exactement ça. Ça fait partie des valeurs du groupe, qui est l'excellence, l'expertise et l'excellence, et notamment en étant les pionniers sur nos différents métiers. Sur nos différents métiers, à chaque fois, on a été les premiers, les créateurs, ceux qu'on défriché, d'où ce terme de pionnier que j'affectionne particulièrement, que ce soit sur le métier de multiservice, où finalement mon père, assez tôt dans les années 90, au tout début de l'externalisation des services généraux, ce qu'on appelait les services généraux à l'époque en entreprise, il s'est lancé sur la partie accueil. Voilà, il a été le premier à se lancer sur la partie accueil, a été très rapidement dans les années 90, jusqu'à la fin des années 90, le leader dans ces métiers avant de se diversifier sur le multiservice. Le groupe a été fondé en quelle année? Ou en tout cas, c'est quoi l'année que vous retenez? L'année qu'on retient, c'est 74. On a fêté les 50 ans et d'ailleurs, on a annoncé la transmission pour les 50 ans quand on a fêté les 50 ans du groupe l'année dernière. Ok, donc c'est reparti pour 50 ans, quoi. C'est reparti pour 50 ans. Je ne sais pas si je vais durer jusqu'à 50 ans. Moi, j'aurai plaisir à transmettre sans doute avant le flambeau, j'espère, à la génération suivante. Donc vous arrivez en quelle année? Où vous et vos frères et sœurs travaillent aussi dans le groupe pour certains d'entre eux? J'ai 3 autres frères et sœurs qui travaillent dans le groupe. Donc on est 4 enfants sur 5 à travailler dans le groupe. Moi, je rejoins le groupe en 2013 à l'occasion du rachat du groupe ICTS. Donc c'est vrai que je ne suis pas rentré tout de suite dans le groupe. Et ça fait partie d'ailleurs des valeurs auxquelles on est attaché dans le groupe. C'est aussi de faire nos armes ailleurs, de ne pas être juste des bébés qui commencent, qui ont leur première expérience à l'intérieur du groupe, dans l'espèce peu protégée du groupe. Même si, encore une fois, il n'est pas si protégé que ça, parce que c'est toujours des droits et des devoirs quand on porte le nom de la famille. Mais j'ai commencé par travailler pendant 8 ans dans le conseil en management et en stratégie, après des études à l'agro et à l'ESSEC. Et en 2013, après 7-8 ans dans le conseil en stratégie, mon père m'appelle en me disant « Écoute, je suis en train de racheter une très grosse affaire à ICTS, donc très gros acteur de la sûreté et de la sécurité. » C'était à l'époque un gros pari, puisque le groupe ICTS était plus gros que notre groupe historique. Donc on rachetait une structure qui était plus grosse et qui perdait de l'argent. C'est ça, je crois que vous faites 150, 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. À l'époque, quand on rachète ICTS en en 2013, on faisait 200 millions de chiffre d'affaires. Et l'ICTS en faisait 300 millions, et perdait de l'argent, et était implanté dans 26 pays, alors que notre groupe historique, Harmonia, le groupe Harmonia, qui était le groupe historique, n'était quasiment qu'en France et quelques pays limitrophes comme la Belgique et l'Espagne. Et votre père ne parle pas anglais, je crois, ou très peu, c'est ça? Mon père est une génération où l'anglais n'était pas une évidence. Voilà. Et les langues étrangères n'étaient pas une évidence. Donc non, il ne parlait pas anglais. Donc c'était un vrai pari pour lui de se lancer dans cette affaire implantée dans 25 pays à l'époque et qui complètement internationale, avec une culture internationale aussi. C'est ça aussi, parce que c'est un groupe d'origine israélienne. Et donc il y avait une culture internationale, plutôt anglo-saxonne. 27 pays, le monde entier qui s'ouvre, donc c'était une équipe. Puis, même si c'était un très beau groupe, une très belle marque, une très belle expertise, et encore une fois, une culture de pionnier, on y reviendra, parce que c'est le seul pure player et premier acteur de la sûreté aéroportuaire, c'était quand même une boîte qui avait été pas mal abîmée, passée dans la main de fonds à coup de LBO pendant plusieurs années, pendant près d'une quinzaine d'années. Et donc la boîte était abîmée, perdait de l'argent, mais
Mais la marque, mais le les savoir-faire. actifs étaient extrêmement forts et puissants, et c'est ce que mon père a su voir. Il le voit comment ça? Parce que il parle pas anglais. Non. Un deal comme ça, comment ça arrive sur le bureau de votre père? Alors, ça arrive par un intermédiaire qui lui parle de cette affaire. Et puis surtout, le game changer, et ça c'est vrai que c'est un talent indéniable de mon père, c'est de créer cette relation de confiance avec ses interlocuteurs. Et il a su créer cette relation de confiance avec les managers. Et comme toute entreprise de service qui a une forte expertise, une grande partie de la qualité, c'est le management. Voilà. Et là, il y avait des managers de très haut niveau qui étaient en rupture de confiance avec leurs actionnaires à l'époque. Et là, le lien de confiance se crée immédiatement avec mon père. Et c'est comme ça que se fait le deal. Vraiment, le deal se fait sur cette relation de proximité, cette confiance qui se crée entre lui et les managers du groupe ICTS. Donc du coup, il rachète des dettes ou il rachète ça pas trop cher? Comment... Il rachète ça à un prix tout à fait convenable, effectivement. Pas de dettes, il ne rachète pas les dettes. Hein, c'était debt-free, hein, le deal était debt-free. Mais évidemment, à un prix assez dégradé, à l'image de la situation financière de l'entreprise. Ouais. Ok. Et donc là, c'est parti. Donc il ne parle pas anglais. Vous arrivez. Alors le point quand même qui a beaucoup aidé, c'est qu'une partie du management était parlait français. Voilà. Donc ça l'a pas mal aidé aussi à créer le lien et à créer le contact avec le management. Okay. Et leur siège était en France ou il était... Alors, le siège à l'époque était aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Okay. Oui, tout à fait. Donc effectivement, assez rapidement, on rapatrie le siège en France. Hein, évidemment, culture française, groupe français, on est très attaché là-dessus à notre ADN français. Donc on rapatrie le siège en France. Et puis là, effectivement, il m'appelle, je rejoins le groupe ICTS, j'intègre le COMEX du groupe ICTS au sein de la BU France. Et puis on se lance effectivement dans la restructuration de ce groupe, qui est un énorme challenge. Et là, effectivement... ça a extrêmement bien fonctionné. En un an, on arrive à remettre l'entreprise à flot. Et puis, dès la deuxième année, on va gagner de l'argent. Et là, après, c'est le développement et la croissance, puisqu'aujourd'hui, le groupe ICTS, entre 2013 et 2025, en 12 ans, est passé de 300 millions de chiffre d'affaires à 1,2 milliard cette année. Incroyable. Et donc, ça a été quoi les facteurs clés de succès pour réussir cette transformation? Alors, pour réussir cette transformation, déjà regagner la confiance du management, recréer une relation de confiance entre l'actionnaire et le management et une vision commune qui était perdue depuis de nombreuses années. Ça, c'est déjà la première pierre qui a été mise en place. Après, ça a été un vrai travail à partir du moment où il y avait une relation de confiance et une projection dans le temps long. On a pu construire les outils pour une meilleure gestion et remettre en place ce qu'il fallait en termes de système d'information, investir pour redonner ce qui n'avait pas été fait depuis des années. Forcément, les différents LBO étaient vraiment dans une logique de remonter du cash au maximum et pas dans une vision long terme. Nous, on redonne une vision long terme à l'entreprise, au groupe. On investit dans les systèmes, encore une fois, dans les systèmes d'information, dans les outils. Et c'est ce qui permet de remettre le groupe à flot. Et puis ensuite, ça a été aussi d'impulser une diversification, alors qui reste assez proche. C'est-à-dire que le groupe ICTS, quand on le rachète, c'est 90% de la sûreté aéroportuaire. Donc marché porteur, mais marché risqué, car très cyclique. La caractéristique du marché de l'aéroportuaire, c'est que c'est perméable à toutes les crises. Il y a un secteur qui est touché par quelle soit une crise sanitaire, une crise économique, une crise pétrolière, une crise politique ou quoi que ce soit, systématiquement le transport aérien prend la coup. Okay. Parce que c'est le symbole même de l'interconnexion internationale. Voilà. Et donc, pour diversifier un peu ces risques systémiques, on se diversifie dans la sécurité générale. Voilà. Hein, donc, évidemment, métier proche, mais métiers différents, écosystèmes différents, etc. Mais on apporte cette expertise aéroportuaire, cette expertise des process, cette expertise de la prévention du risque terroriste dans des secteurs à fort enjeu dans la sécurité générale. Et c'est là, effectivement, c'est de là que vient une bonne partie de la croissance. C'est là l'accélération. C'est là l'accélération. Aujourd'hui, la sécurité générale représente 40% du chiffre d'affaires du groupe ICTS. Ok. Sécurité générale, vous pouvez nous donner des exemples? Alors, la sécurité générale, nous, en l'occurrence, on est vraiment sur tout ce qui est sites sensibles. Donc, on va être sur toutes les institutions internationales. On travaille pour beaucoup d'institutions internationales sensibles. On a beaucoup aussi, on a une majeure partie de notre développement ces dernières années, c'est sur les data centers, infrastructure ô combien stratégique, et qui est intéressante parce que c'est l'opposé de ce point de vue-là en termes de risque du transport aérien. Parce que s'il y a un secteur qui est complètement, lui, imperméable aux crises, c'est celui des data centers. Les data centers n'ont jamais aussi bien fonctionné que pendant les crises sanitaires.
fonctionnera, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait une crise économique, de toute façon, ça tournera. Il faudra que ça marche. Et donc, c'est complètement imperméable à toutes les crises. Et alors là, en rythme de croissance, inutile de vous dire qu'avec l'essor de l'IA, les data centers poussent comme des champignons. Voilà, les enjeux de recrutement doivent être considérables. Voilà, sont considérables. On a un développement extrêmement fort. On a aussi accompagné ce développement avec de la croissance externe, notamment aux États-Unis ces dernières années, à tel point, et ça c'est un vrai changement systémique pour le groupe, c'est que pour la première fois probablement en 2026, la France ne sera pas plus le plus gros pays du groupe. Puisque les États-Unis, l'activité, le chiffre d'affaires aux États-Unis va dépasser celui de la France. Okay. Ce qui est évidemment un vrai changement aussi culturel pour notre groupe français. Ouais. Et j'imagine là-bas, pour le coup, la concurrence est forte aussi. Vous devez avoir des acteurs assez Alors importants. la concurrence est forte, oui, évidemment. C'est un marché mature, comme peut l'être l'Europe, mais le marché est immense. Le marché est immense. Et puis surtout, sur notre domaine d'expertise, en l'occurrence notamment, que le transport aérien et les data centers, pour prendre nos deux plus gros secteurs sur cette activité de sûreté et sécurité. Le maillage évidemment aéroportuaire est énorme aux États-Unis, on le sait bien. Et puis quant aux data centers, toute la Silicon Valley est là-bas, tous les grands acteurs sont là-bas, donc évidemment le marché est colossal. Oui, bien sûr. Ok. Votre frère est déjà dans l'entreprise. Comment ça se passe l'intégration de chacun d'entre vous? Vous arrivez numéro 2 Moi, j'arrive en deuxième. J'ai un frère aîné qui avait intégré le groupe avant moi, qui avait repris la branche dans le luxe, LMB, qui s'occupe de toutes les couturières et les vendeurs spécialisés dans la beauté et le luxe. Et il est également aujourd'hui secrétaire général. Ok. Et donc ça, c'est la division historique. C'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne. Vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que en fait, vous êtes allé vite dessus tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ce métier historique, donc fournissait des couturières au métier de la mode, c'est ça? Oui, c'est la particularité du marché français, c'est que les maisons de haute couture n'ont pas c'est pas leur propre couturier en fait. Elles font beaucoup appel, alors elles peuvent en avoir, mais beaucoup pour gérer tous les surcroîts d'activité au moment des défilés, pour les commandes spéciales, etc. Elles font appel, et puis elles font appel à des couturières externes et que nous leur fournissons en intérim. Ou sinon, c'est sur des compétences particulières dont elles ont besoin. Et là, elles font appel à nous. On est leader sur ce marché, sur la place parisienne. Il doit y avoir que vous qui... et on est largement leader. C'est un marché de niche, évidemment, très lié à la place parisienne. Mais un très beau métier avec beaucoup d'expertise, parce que là on est vraiment sur des artisans, c'est des métiers de haute précision. Ouais. Et là il y a une multitude de métiers à la hauteur des besoins dans la haute couture, donc ça va de la brodeuse à la patronneuse, et là vous avez un jargon, je ne pourrais pas vous citer, je ne suis pas expert, mais je ne pourrais pas vous citer, je crois qu'il y a une vingtaine de métiers différents dans ces métiers de la couture. Voilà. Et puis après, on fait aussi tout ce qui est la partie vendeuse spécialisée dans la mode, dans la beauté, où là, c'est les vendeuses dans les boutiques, pour les maisons de luxe, pour les conseils en beauté, etc. Donc après, vous avez encore 2 sœurs, c'est ça, qui travaillent dans le groupe? Non, j'ai un petit frère. Un petit frère et une sœur. Un petit frère qui a intégré la division Harmonia, qui s'occupe de toute la branche accueil de la division Harmonia. Et j'ai une petite sœur qui a intégré à l'intérieur du groupe de mode et luxe une des agences. Ok. Comment se fait la bascule Donc, vous êtes nouvellement président du groupe. Félicitations. Merci beaucoup. Pourquoi vous? Pourquoi pas les autres? En l'occurrence, peut-être votre frère qui est arrivé avant vous. Comment cette transition s'organise? Alors, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, une transition, un vrai défi avec le fondateur, un défi également avec les frères et sœurs, avec la famille. Nous, on a une chance, une vraie chance qu'on tâche d'entretenir, qu'on a une vraie entente familiale, une entente familiale très forte, qu'on cultive depuis de nombreuses années, qui sont des valeurs qu'on a héritées de nos parents, qui ont toujours été très attachés et qui nous ont beaucoup élevés dans des valeurs fortes de la famille et l'entente familiale avant tout. Et donc, ce qui fait que d'ailleurs, depuis de nombreuses années, on se réunit régulièrement tous les mois, les frères et sœurs, pour partager sur la stratégie, pour aligner, pour échanger, etc., pour avoir une vraie vision commune et un attachement, et pour développer aussi un attachement commun à ce groupe. Donc, il se trouve que comment s'est fait la passation? Alors, la passation, elle s'est faite avec une vraie belle entente.
C'est à vrai dire même avec l'accord de mes frères et sœurs d'abord que je suis allé proposer à mon père de reprendre les rênes du groupe. Ah, donc ça vient de vous. C'est vous qui allez proposer à votre C'est père. moi qui ai proposé. Alors, on en parlait un petit peu de transmission avec mes frères et sœurs depuis quelques années. On se disait un petit peu qu'il va falloir commencer à y penser, parce que mon père vient de fêter ses 77 ans. Donc, c'était quand même le moment, depuis déjà quelques années, où il fallait y penser. Et donc, voilà, ça mûrissait tranquillement. Et puis, tout est parti d'une discussion aussi il y a 1 an et demi avec mon frère aîné, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, ça se jouait plus entre mon frère aîné et moi. Et lui, assez rapidement, à l'époque, m'a indiqué que qu'il ne souhaitait pas reprendre la présidence du groupe, pour des raisons qui lui sont personnelles. Donc voilà, donc moi après j'ai mûri le sujet, j'ai mûri le projet, mais aussi un projet de vie, parce que c'est un vrai projet de vie. Faut vraiment peser tous les enjeux qu'il y a à prendre une mission pareille. Donc j'ai pris le temps de mûrir le sujet, d'en parler avec ma femme, même si elle vous dira le contraire. Mais voilà, et d'en parler en famille. Et puis après, je l'ai proposé à mes frères et sœurs, qui ont été des vrais soutiens là-dessus, qui m'ont soutenu à 100%. Et avec ça, je suis allé voir mon père un soir d'avril 2024. 2023, pardon. Non, 2024, c'était avril 2024, je dis des bêtises. Avril 2024, je suis allé le voir pour lui proposer de reprendre les rênes du groupe. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit hésitant, à ce qu'il me dise, écoute, merci, je vais réfléchir. Parce que comme tout fondateur, il est très attaché, c'est son bébé, on en reparlera. Donc c'était pas... Je m'attendais à ce que ce soit pas évident forcément pour lui. Et contre toute attente, il m'a tout de suite dit oui, c'est une bonne idée. Tu as raison, c'est le bon moment. En plus, on avait dans la perspective, on avait les 50 ans du groupe qui étaient prévus en novembre, qui étaient déjà fixés, la soirée des 50 ans du groupe. Et donc, tout de suite, il m'a dit oui, tu as raison, c'est le bon moment de l'annoncer. 50 ans, c'est une date symbolique, c'est un moment réuni tout le groupe. C'est le moment d'annoncer cette passation. Génial. Ça va nous faire la transition pour rentrer dans la deuxième partie de cette émission qui est consacrée à la gouvernance des 3 cercles.